Le futur va de l'avant. Le Ronérotron 3000 pour ébahir les petits et les grands. Le futur dans votre salon. L'avenir est en marche. Hello, hello. Alors aujourd'hui, je vous propose une plongée dans le livre Bandersnatch, un livre de Diana Pawlak-Glier que m'a fait découvrir l'ami Florent Dias et qui est consacré au groupe des Inklings, donc ce groupe informel d'auteurs parmi lesquels on pouvait retrouver, entre autres, C.S. Lewis et J.R.R. Tolkien. Excusez du peu. Et donc dans cet essai, elle explore comment leur amitié, leur foi et leurs échanges réguliers ont façonné leurs œuvres respectives. Donc c'est un livre qui est vraiment passionnant et qui met en lumière l'importance de la collaboration dans le processus créatif, très loin de l'image romantique du génie solitaire. Ce que vous allez entendre, c'est une synthèse orale du livre qui a été réalisée avec l'aide du mode vocal de ChatGPT. Il ne s'agit donc pas d'un résumé exhaustif, mais d'une restitution fidèle des idées principales de l'ouvrage. Si vous voulez creuser, je vous invite évidemment à lire le livre en question, d'autant que celui-ci va beaucoup plus loin dans le détail, donc vous donne beaucoup plus d'informations. Je vous invite également à aller écouter l'excellente conférence de l'ami Florent Dias, qui a fait une superbe analyse sur les Inklings et le travail de Tolkien. Le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis bonne écoute. Ciao ciao. Chapitre 1. Dépoussiérage pour empreinte digitale. L'auteur nous plonge immédiatement dans son enquête sur les Inklings, ce cercle d'écrivains influents auquel appartenait C.S. Lewis Tolkien. Elle commence par raconter sa quête personnelle, qui a duré des années, pour comprendre l'impact exact de ces réunions sur la création de Le Seigneur des Anneaux et d'autres œuvres majeures. Fascinée depuis son adolescence par Le Seigneur des Anneaux, elle s'est intéressée à Tolkien, puis à Lewis, et enfin aux Inklings, ce groupe littéraire qui se réunissait régulièrement à Oxford. Très vite, une question l'obsède. De quoi ces écrivains discutaient-ils? Et comment leurs échanges influençaient-ils leurs œuvres? Les premiers indices. Elle commence par écumer toutes les sources publiées, mais elle constate que la plupart des ouvrages sur les Inklings parlent de leur influence de manière vague, sans preuve tangible. Un mentor lui conseille même d'abandonner, car il est convaincu qu'il est impossible de prouver concrètement comment les membres du groupe se sont influencés. Mais elle refuse d'abandonner. Elle se lance alors dans une recherche en profondeur et passe un été entier au Wade Center, une bibliothèque spécialisée dans les écrits de Lewis et Tolkien. Elle y consulte des lettres originales et des manuscrits, espérant y trouver des indices concrets. Une découverte clé dans les lettres de Tolkien. Un jour, elle tombe sur un échange de lettres de J.R.R. Tolkien qui confirme noir sur blanc que C.S. Lewis a influencé les premiers chapitres de Le Seigneur des Anneaux. Dans une lettre du 4 mars 1938, Tolkien explique qu'il a montré les premiers chapitres de son roman à C.S. Lewis et à son fils Christopher Cran. Lewis aime l'histoire, mais critique le fait qu'il y ait trop de dialogue entre les hobbits, ce qui ralentit le récit. Tolkien hésite, mais finit par suivre ce conseil, réécrivant certaines parties du livre en réduisant les dialogues. C'est une preuve directe et incontestable de l'impact de Lewis sur la réécriture de Le Seigneur des Anneaux. L'auteur ressent alors une immense excitation, car elle vient de découvrir ce qu'elle cherchait depuis des années. Une trace tangible de la collaboration entre les Inklings. L'analyse des manuscrits. Pour aller plus loin, elle décide d'examiner les premières ébauches du livre et de comparer les versions avant-après les critiques de Lewis. Elle découvre alors une évolution stylistique majeure. Tolkien change certains noms de personnages. Bingo devient Frodon. Il coupe près de la moitié des dialogues pour dynamiser l'action. Il améliore la fluidité des phrases et renforce l'immersion du lecteur. Autrement dit, les suggestions de Lewis ont eu un impact direct et concret sur la structure même du récit. La collaboration entre les Inklings, un élément clé de leur succès. L'auteur comprend alors l'importance capitale des Inklings. Elle réalise que ces réunions n'étaient pas juste des discussions amicales, mais qu'elles représentaient un atelier d'écriture collaboratif où chaque membre recevait des critiques constructives qui amélioraient directement leurs œuvres.
Sans Lewis, Tolkien aurait peut-être conservé son style initial, plus bavard et moins rythmé. Sans Tolkien, Lewis n'aurait peut-être pas approfondi certains éléments mythologiques de Narnia. Les Inklings n'étaient pas simplement un groupe d'amis. Ils étaient des co-créateurs, travaillant l'un pour l'autre, polissant leurs idées, s'entraidant à transformer des manuscrits bruts en œuvres magistrales. Conclusion du chapitre. Ce premier chapitre nous révèle la force de la collaboration créative entre Tolkien, Lewis et les autres Inklings. Loin de se contenter de s'encourager mutuellement, ils n'hésitaient pas à se critiquer, à se défier et à se pousser vers l'excellence. L'auteur prend conscience que l'écriture en solitaire est une illusion et que les grandes œuvres naissent souvent d'un dialogue entre esprits brillants. Son voyage ne fait que commencer et elle s'apprête à explorer plus en profondeur les rouages de ce groupe unique. Chapitre 2, une fête inattendue. Ce chapitre revient aux origines de l'amitié entre J.R.R. et C.S. Lewis ainsi que la naissance des Inklings. Il montre comment ces deux géants de la littérature sont passés de la méfiance mutuelle à une collaboration intellectuelle essentielle pour leurs œuvres. Une première rencontre peu prometteuse. Tolkien et Lewis se sont rencontrés pour la première fois le 11 mai 1926 lors d'une réunion de la faculté d'anglais à l'université d'Oxford. Première impression de Lewis sur Tolkien. Il note dans son journal que Tolkien ressemble à un petit garçon pâle, fluide et lisse, et ajoute même « il n'a rien de mal à cela, il a juste besoin d'une ou deux claques ». Autant dire que ce n'était pas un coup de foudre amical. Leur différence était flagrante. Lewis était un spécialiste de littérature et de philosophie, passionné par la mythologie et la narration. Tolkien était philologue, passionné avant tout par les langues anciennes, notamment le vieil anglais et le vieux norrois. Lewis était agnostique à l'époque, tandis que Tolkien était catholique fervent, ce qui les plaçait sur des positions opposées concernant la foi. En plus de ça, ils se retrouvent dans des camps opposés lors d'un débat universitaire houleux sur la structure du programme d'anglais à Oxford. Tolkien voulait mettre l'accent sur les textes anciens et la philologie, alors que Lewis plaidait pour une approche plus généraliste. Bref, tous les opposaient. Pourtant, quelque chose va les rapprocher. Une passion commune pour la mythologie nordique. Malgré leurs désaccords, un point commun les unit profondément, l'amour des mythes et des légendes nordiques. À cette époque, Tolkien anime un petit cercle d'études où des professeurs se réunissent pour traduire des sagas islandaises. Ce groupe s'appelle les Kolbitar, un mot vieux norrois signifiant « ceux qui mordent le charbon », en référence aux anciens conteurs qui se tenaient si près du feu qu'ils semblaient mordre les braises. Lewis, qui est fasciné par la mythologie scandinave depuis l'enfance, est immédiatement séduit. Il rejoint le groupe et se passionne pour ces textes anciens, ce qui marque le début d'une véritable amitié intellectuelle entre lui et Tolkien. Dès lors, ils commencent à échanger régulièrement sur leurs travaux. Tolkien montre à Lewis des extraits de sa mythologie de la Terre du Milieu, notamment des poèmes qu'il écrit sur Beren et Lúthien. Lewis est fasciné et écrit à Tolkien pour lui dire qu'il a été transporté par son univers. Mais il ne se contente pas d'éloges. Il lui envoie aussi une lettre pleine de critiques détaillées, soulignant certains passages confus et suggérant des améliorations. Tolkien est ravi. Il vient de trouver un interlocuteur capable de comprendre et d'analyser profondément son travail. Quelqu'un qui peut lui donner un regard critique tout en appréciant son univers. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à se réunir régulièrement, d'abord en petits comités, puis avec d'autres écrivains, ce qui mènera à la création des Inklings. L'impact de Tolkien sur la conversion de Lewis. Un autre élément va jouer un rôle majeur dans leur relation. La religion. Lewis, bien que profondément passionné par les mythes, considère que le christianisme n'est qu'un mythe comme un autre, une invention humaine pour donner un sens au monde. Tolkien, au contraire, est convaincu que le christianisme est un mythe vrai, une histoire qui a la même puissance symbolique que les grandes légendes, mais qui a en plus l'avantage d'être réelle. Le 19 septembre 1931, lors d'une longue promenade nocturne avec Tolkien et un autre ami, Hugo Dyson, Lewis est confronté à cette idée.
Tolkien lui explique que l'histoire du Christ fonctionne exactement comme une grande légende nordique, un héros divin qui se sacrifie et triomphe de la mort. Lewis est profondément troublé par cette vision. Peu de temps après, il abandonne son athéisme et devient chrétien. Il dira plus tard, Tolkien et Dyson furent les causes humaines immédiates de ma conversion. La formation des Inklings. À mesure que leur amitié grandit, Lewis et Tolkien commencent à se réunir de plus en plus souvent pour discuter de leurs œuvres en cours. Bientôt, d'autres intellectuels d'Oxford se joignent à eux, notamment Warren Lewis, le frère de C.S., Lewis Owen Barfield, spécialiste du langage, Charles Williams, romancier et poète, Neville Cogill, professeur de littérature médiévale, Hugo Dyson, grand amateur de théâtre. Leur groupe prend alors le nom de Inklings, un jeu de mots évoquant à la fois ceux qui barbotent dans l'encre et ceux qui ont des intuitions, des ébauches d'idées. Les Inklings n'étaient pas un simple cercle d'écrivains amateurs cherchant du soutien. C'était un atelier de travail acharné où chaque membre apportait ses manuscrits en cours et les soumettait à la critique du groupe. Le fonctionnement des Inklings. Les réunions se déroulaient principalement dans 2 lieux emblématiques. Un, chez C.S. Lewis au Magdalen College d'Oxford, où les discussions se prolongeaient souvent tard dans la nuit. 2. Au pub The Eagle and Child, surnommé The Bird and Baby par les membres. C'était un lieu plus détendu, où les débats littéraires étaient accompagnés de bière et de tabac à pipe. Le rituel, un membre lisait un extrait de son travail en cours, et les autres l'écoutaient attentivement, souvent en prenant des notes. Puis venaient les critiques. Elles pouvaient être enthousiastes, mais aussi sans pitié. Si un passage semblait faible, confus ou inutile, les Inklings ne mâchaient pas leurs mots. Hugo Dyson, par exemple, détestait profondément Le Seigneur des Anneaux. Il soupirait bruyamment quand Tolkien lisait un extrait et lançait parfois des remarques cinglantes comme « Oh non, pas encore ces foutus elfes !» C.S. Lewis, au contraire, encourageait Tolkien, même s'il lui faisait remarquer que certaines scènes traînaient en longueur. Tolkien, de son côté, trouvait que Lewis écrivait trop vite et que certains passages de Narnia manquaient de profondeur mythologique. Cette dynamique était parfois brutale, mais elle était essentielle et a l'impact direct sur leurs œuvres. Ces échanges avaient une influence considérable sur les romans des membres. Lewis a aidé Tolkien à simplifier Le Seigneur des Anneaux, en l'encourageant à rendre l'intrigue plus accessible. Tolkien a influencé Lewis sur la cohérence mythologique de Narnia, en lui suggérant d'éviter certaines incohérences dans ses histoires. Charles Williams a apporté une touche plus mystique et a influencé certains aspects de Perelandra, un roman de Lewis. C'est grâce à cette alchimie collective que des chefs-d'œuvre comme Le Seigneur des Anneaux et les Chroniques de Narnia ont pu voir le jour dans leur forme finale. La force des Inklings, une critique constructive mais exigeante. Loin de se contenter de compliments, les membres des Inklings pratiquaient l'art de la critique rigoureuse. Ils étaient capables de dire quand quelque chose ne fonctionnait pas, mais aussi d'expliquer pourquoi. Ils ne cherchaient pas à plaire, mais à améliorer le texte. Ils savaient que l'écriture n'est pas un processus solitaire, mais qu'elle gagne en richesse lorsqu'elle est confrontée à d'autres regards. Cette exigence mutuelle était un moteur puissant. Elle poussait chaque auteur à se dépasser, à affiner ses idées, à rendre son œuvre plus percutante. Tolkien, en particulier, avait tendance à réécrire sans cesse ses textes, hésitant souvent à publier. Sans l'insistance de Lewis, il est probable que Le Seigneur des Anneaux ne serait jamais arrivé jusqu'à nous. Conclusion du chapitre. Avec la formation des Inklings, Lewis et Tolkien avaient créé bien plus qu'un simple club littéraire. Ils avaient construit un véritable incubateur d'idées, où les œuvres étaient testées, affinées et perfectionnées dans une dynamique collective. Sans ces rencontres, il est probable que Le Seigneur des Anneaux et les Chroniques de Narnia auraient été très différents, voire n'auraient jamais vu le jour sous la forme que nous connaissons. Leur collaboration, fondée sur l'amitié, le débat et la critique constructive, était la clé de leur succès. On vient de voir comment les Inklings sont devenus un espace de travail intense et exigeant, et comment leurs critiques ont eu un impact direct sur leurs œuvres. Chapitre 3.
le cœur de l'entreprise. Dans ce chapitre, l'auteur plonge au cœur du fonctionnement des Inklings, explorant leur méthodologie, leur manière d'échanger et d'améliorer leurs écrits, ainsi que l'impact profond de ce travail collaboratif sur leurs œuvres respectives. Les réunions, un rituel d'écriture exigeant. Les Inklings n'étaient pas juste un groupe d'amis partageant des idées de romans. Leur travail reposait sur une méthodologie précise qui faisait de leurs réunions de véritables ateliers de perfectionnement littéraire. Quand avaient lieu ces réunions? Les jeudis soirs, dans la chambre de C.S. Lewis au Magdalen College d'Oxford. Comment cela se passait-il? Un membre lisait un passage de son roman en cours, souvent un premier jet encore en développement. Les autres écoutaient attentivement, souvent en silence. À la fin de la lecture venait le moment des critiques, franches, précises, parfois sévères. L'impact direct sur les œuvres de Tolkien et Lewis. Les critiques des Inklings avaient un effet immédiat sur les manuscrits. Et comment les Inklings ont influencé Le Seigneur des Anneaux. Tolkien avait tendance à s'égarer dans les descriptions détaillées et les digressions linguistiques. Lewis l'encourageait à rendre son récit plus dynamique et à éviter de perdre le lecteur dans trop de complexité. Par exemple, un passage du Conseil d'Elrond était beaucoup plus long dans le manuscrit initial. Après les retours du groupe, Tolkien a supprimé plusieurs pages pour éviter que la scène ne soit trop bavarde. Et comment les Inklings ont influencé les chroniques de Narnia? Tolkien, de son côté, trouvait parfois que Lewis écrivait trop vite et que ses récits manquaient de cohérence interne. Il critiquait sévèrement la structure et la mythologie des chroniques de Narnia, qu'il trouvait trop éclectiques, mélangeant des figures issues de la mythologie nordique, grecque et chrétienne. Lewis écoutait certaines critiques, mais il gardait sa propre vision, préférant un récit rapide et efficace à une construction aussi détaillée que celle de Tolkien. Les méthodes de travail du groupe Les Inklings avaient une manière bien spécifique de travailler ensemble. L'écoute active. Chacun prenait le temps d'analyser le passage lu sans interruption immédiate. La critique constructive. Même si certains pouvaient être très sévères, ils cherchaient toujours à aider à améliorer le texte. L'échange d'idées, au-delà de la critique, ils discutaient des principes narratifs, des choix stylistiques et de l'univers du livre. L'incitation à la rigueur. Aucun manuscrit ne passait sans commentaire, obligeant les auteurs à réfléchir et retravailler sans relâche. C'est ce qui a fait des Inklings un véritable laboratoire littéraire. Les tensions et les désaccords. Évidemment, dans un groupe aussi passionné, les désaccords étaient fréquents. Tolkien et Lewis avaient des divergences majeures sur leur approche de la fiction. Tolkien était obsédé par la cohérence et la profondeur mythologique. Lewis privilégiait la spontanéité et l'efficacité narrative. Cela explique pourquoi Le Seigneur des Anneaux est une fresque extrêmement détaillée, tandis que Narnia est un récit plus accessible et rapide. Hugo Dyson et Tolkien. Dyson détestait cordialement Le Seigneur des Anneaux, trouvant le récit trop long et lourd. Il soupirait bruyamment lorsque Tolkien lisait ses chapitres, ce qui agaçait profondément l'auteur. Charles Williams. Williams avait une vision plus ésotérique et mystique de la fiction, qui fascinait Lewis, mais laissait Tolkien sceptique. Malgré ces tensions, ces confrontations nourrissaient leur créativité, en les obligeant à justifier leurs choix et à affiner leurs idées. Les Inklings, un modèle de collaboration unique. Ce qui rendait les Inklings uniques, c'était leur engagement profond dans le processus créatif collectif. Ils ne se contentaient pas de lire et d'échanger, ils s'impliquaient activement dans l'évolution des textes. Ils se remettent en question en permanence. Et c'est cette exigence qui a permis à des œuvres comme Le Seigneur des Anneaux et Narnia de devenir des classiques. Le chapitre insiste sur un point fondamental. Aucun grand écrivain n'évolue dans l'isolement. Même les esprits les plus brillants ont besoin d'un regard extérieur pour polir et perfectionner leur travail. Conclusion du chapitre. Ce chapitre met en évidence le véritable moteur des Inklings, un cadre rigoureux mais bienveillant où la critique était vue comme un outil d'amélioration, pas une attaque personnelle. Une confrontation d'idées qui obligeait chacun à élever son niveau d'écriture. Un travail de longue haleine
qui a directement influencé les plus grandes œuvres du XXe siècle. Les Inklings étaient bien plus qu'un groupe d'amis. Ils étaient une force créative, un creuset où les idées étaient forgées, testées et affinées. Chapitre 4. J'ai bien envie de te frapper à la tête. Ce chapitre plonge dans les tensions grandissantes entre Tolkien et Lewis, qui vont peu à peu fragiliser leur amitié et précipiter la fin des Inklings. Si leur relation a été l'un des moteurs de leur création, elle a aussi été marquée par des désaccords profonds, parfois même violents. Un duo créatif, mais explosif, Tolkien et Lewis formaient une paire unique. Tolkien était perfectionniste, lent et soucieux du moindre détail, surtout en matière de langue et de mythologie. Lewis était un écrivain rapide, spontané et efficace qui pouvait terminer un livre en quelques mois. Au début, cette différence les complétait bien. Tolkien aidait Lewis à approfondir ses mythes et Lewis poussait Tolkien à avancer plus vite. Mais avec le temps, cette dynamique s'est transformée en frustration. Tolkien trouvait que Lewis écrivait trop vite et manquait de rigueur. Lewis trouvait que Tolkien procrastinait trop et ne publiait jamais rien. Peu à peu, cette opposition devient un sujet de tension, surtout lorsque Lewis devient une célébrité littéraire, tandis que Tolkien peine encore à finir Le Seigneur des Anneaux. La querelle autour de Narnia. L'un des points de rupture majeurs entre eux a été les chroniques de Narnia. Lewis a écrit et publié Le Lion, la sorcière et l'armoire magique en un temps record, quelques mois. Il a ensuite enchaîné avec le reste de la série, publiant un livre par an. Tolkien détestait ces livres. Il trouvait l'univers incohérent, mélangeant des références grecques, nordiques et chrétiennes sans logique claire. Il déplorait la présence du Père Noël dans Le Lion, la sorcière et l'armoire magique, qu'il considérait comme un élément absurde dans un monde de fantasy. Il jugeait aussi l'écriture trop simpliste et enfantine par rapport à sa propre vision du genre. Lewis, de son côté, trouvait que Tolkien prenait tout trop au sérieux. Pour lui, l'important n'était pas la pureté mythologique, mais l'impact émotionnel du récit. Cette différence de vision a creusé un fossé entre eux. Tolkien n'a jamais aimé Narnia, et Lewis n'a jamais compris pourquoi Tolkien y était si hostile. La question religieuse, un autre sujet de discorde, un autre point de friction entre eux, concernait leur foi. Tolkien avait joué un rôle clé dans la conversion de Lewis au christianisme. Mais Lewis a rejoint l'anglicanisme, alors que Tolkien était un catholique très attaché à sa foi. Tolkien détestait que Lewis parle publiquement de religion dans ses conférences et ses écrits populaires. Il trouvait que Lewis banalisait et simplifiait trop le christianisme, notamment dans ses ouvrages de vulgarisation. Il était aussi irrité par le fait que Lewis soit devenu plus célèbre que lui en tant qu'écrivain chrétien, alors qu'il lui devait en partie sa conversion. De son côté, Lewis ne comprenait pas pourquoi Tolkien lui en voulait autant. Il estimait que l'important était d'amener les gens à la foi, quelle que soit la manière. Ces tensions religieuses ont contribué à un refroidissement progressif de leur relation. Le mariage de Lewis, la fracture définitive. En 1956, un événement va creuser définitivement la distance entre eux. Le mariage de C.S. Lewis avec Joy Davidman. Joy était une Américaine divorcée, ce qui posait un problème majeur à Tolkien en tant que catholique pratiquant. Il désapprouvait totalement cette union et trouvait que Lewis avait fait un choix immoral. Pire encore, Lewis ne l'a même pas invité au mariage, ce que Tolkien a pris comme une trahison personnelle. Après cela, leurs échanges se sont faits de plus en plus rares. Ils continuaient à se voir de temps en temps, mais leur complicité avait disparu. La fin des Inklings. Avec ces tensions croissantes, le groupe des Inklings a commencé à se disloquer. Les réunions devenaient de moins en moins régulières. L'enthousiasme des débuts avait laissé place à des discussions plus tièdes et des critiques plus acerbes. Certains membres ont quitté Oxford ou se sont éloignés, notamment après la mort de Charles Williams en 1945. Finalement, en 1949, les Inklings cessent officiellement leur réunion du jeudi soir. Un respect persistant malgré tout. Même si leur amitié s'est détériorée, Tolkien et Lewis ne se sont jamais complètement détestés. Tolkien a reconnu que sans Lewis, il n'aurait peut-être jamais terminé Le Seigneur des Anneaux.
Lewis a toujours affirmé que Tolkien était un génie et un écrivain hors du commun. Après la mort de Lewis en 1963, Tolkien confiera à un ami « J'ai perdu le plus cher de mes amis, et pourtant, nous étions devenus étrangers l'un à l'autre. » Conclusion du chapitre. Ce chapitre met en lumière l'évolution d'une amitié créative extraordinaire, mais aussi la difficulté de maintenir une collaboration sur le long terme quand des visions opposées s'affrontent. Lewis et Tolkien ont formé l'un des duos les plus influents de la littérature moderne. Mais leurs différences fondamentales ont fini par les séparer, notamment autour de Narnia, de la religion et de la célébrité. Les Inklings, qui avaient été une source de génie collectif, ont fini par s'effriter sous le poids des tensions. Cependant, malgré leur éloignement, leur influence mutuelle demeure indéniable, et sans leur amitié, Le Seigneur des Anneaux et les Chroniques de Narnia n'auraient peut-être jamais existé sous leur forme actuelle. Chapitre 5. Zut, cet omnibus. Ce chapitre aborde les défis de la collaboration créative en s'appuyant sur l'expérience des Inklings. L'auteur explore les tensions naturelles dans tout cercle d'écrivains et montre comment ces dynamiques peuvent être à la fois une force et une source de conflit. L'équilibre fragile entre critique et encouragement. Dans tout groupe d'écrivains ou d'artistes, il existe un équilibre délicat entre le besoin d'encouragement et la nécessité d'une critique rigoureuse. Trop de compliments, l'écrivain risque de s'endormir sur ses acquis et de ne pas remettre son travail en question. Trop de critiques, l'écrivain peut perdre confiance en lui et ne plus oser avancer. Les Inklings naviguaient entre ces deux écueils, mais parfois les critiques devenaient brutales, ce qui pouvait être décourageant pour certains membres. Exemple concret est Hugo Dyson. Dyson trouvait Le Seigneur des Anneaux ennuyeux et inutilement complexe. Il soupirait bruyamment quand Tolkien lisait ses chapitres et faisait des commentaires sarcastiques comme « Bon sang, encore un poème elfique ?» Tolkien, qui était déjà perfectionniste et hésitant, prenait très mal ces remarques et finissait par éviter de lire ces nouveaux passages devant le groupe. Leçon à tirer, une critique mal dosée peut étouffer la créativité plutôt que la stimuler. La tentation du contrôle créatif. Un autre problème qui surgit souvent dans les groupes artistiques, c'est la tentation de contrôler l'œuvre de l'autre. Certains membres des Inklings avaient une vision très arrêtée de ce que devait être un bon livre de fantasy. Lewis, par exemple, était très directif avec Tolkien, insistant pour qu'il accélère son rythme d'écriture et coupe certaines parties. Si cette pression a parfois été bénéfique, Tolkien aurait sans doute mis encore 10 ans à finir son livre sans Lewis. Elle a aussi été un frein. Tolkien voulait suivre son propre rythme et il détestait qu'on lui dise comment il devait écrire son histoire. Leçon à tirer. Donner un avis est utile, mais imposer une vision à un autre artiste peut être destructeur. Les tensions dans un groupe créatif sont inévitables. L'auteur souligne que dans tout cercle créatif, des tensions apparaissent. C'est normal et même sain, car c'est dans le choc des idées que naît la qualité. Les Inklings ont su créer un environnement exigeant où l'on pouvait être brutalement honnête. Mais cet environnement pouvait aussi être étouffant, et certains membres en sont partis par lassitude ou frustration. L'exemple des Inklings montre la nécessité de trouver un juste milieu entre la franchise nécessaire pour améliorer un texte, le soutien indispensable pour maintenir la motivation. La fin des Inklings, la conséquence naturelle de ces tensions. Avec le temps, ces dynamiques ont fragilisé le groupe. Certains membres étaient plus influents que d'autres, ce qui pouvait créer des déséquilibres. Les critiques devenaient parfois trop dures, éloignant des écrivains comme Tolkien qui n'aimait pas exposer son travail dans un cadre trop acerbe. Finalement, les Inklings ont cessé d'exister, non pas à cause d'un conflit ouvert, mais par une érosion progressive causée par ces tensions internes. Conclusion du chapitre. Ce chapitre nous enseigne une grande leçon sur le travail en groupe. La critique est essentielle, mais elle doit être bien dosée pour être efficace. Tout groupe créatif finit par atteindre un point de friction, où des visions opposées s'affrontent. Trop de contrôle sur la création des autres peut tuer la spontanéité et ralentir l'inspiration.
Les Inklings étaient un modèle exceptionnel de collaboration, mais ils ont aussi montré les limites naturelles de ce type de dynamique. Et voilà pour le chapitre 5. On comprend ici les tensions inévitables dans tout cercle d'écrivains et les erreurs qui ont précipité la fin des Inklings. Chapitre 6, Caboodle mystique. Ce chapitre aborde une question cruciale pour les écrivains et artistes. Comment tirer profit d'un groupe créatif sans tomber dans ses pièges? S'appuyant sur l'expérience des Inklings, l'auteur montre les meilleures pratiques pour maximiser la collaboration tout en préservant l'individualité artistique. L'importance de la diversité dans un groupe créatif. L'une des forces des Inklings était leur diversité de style et d'approche. Tolkien et Lewis avaient des visions totalement différentes de la fantasy. Hugo Deason préférait le théâtre et les récits modernes. Charles Williams apportait une touche mystique et ésotérique. Cette diversité créait une dynamique unique, où chacun pouvait challenger l'autre sur des angles inattendus. Leçon à tirer. Un bon groupe créatif doit rassembler des profils variés et non des clones qui pensent tous de la même manière. Les règles d'or d'un groupe d'écrivains efficaces. En étudiant les Inklings, l'auteur identifie 4 principes essentiels pour un cercle créatif réussi. 1. Un cadre structuré, mais flexible. Les réunions régulières des Inklings permettaient une progression continue. Mais le groupe restait souple. Pas d'obligation de présence, pas de dogme figé sur ce qui était acceptable. Leçon à tirer. Un groupe doit être un espace de travail sérieux, mais sans devenir une prison mentale. Une critique constructive, pas destructrice. Les Inklings étaient parfois trop durs, ce qui a découragé certains membres comme Tolkien. Le bon équilibre, être honnête, mais toujours dans une optique d'amélioration. Leçon à tirer. Dire « ça ne marche pas » n'est pas suffisant. Il faut expliquer pourquoi et proposer des pistes d'amélioration. Respecter l'individualité de chaque créateur. Tolkien détestait qu'on lui impose une vision extérieure de son œuvre. Lewis, au contraire, aimait confronter ses idées et avancer rapidement grâce au retour du groupe. Leçon à tirer. Certains artistes ont besoin de solitude, d'autres d'un dialogue constant. Un bon groupe respecte ces différences. Savoir quand s'éloigner. Les Inklings ont fini par disparaître, car les tensions étaient devenues trop pesantes. Parfois, un écrivain a besoin de s'isoler pour ne pas être submergé par les avis extérieurs. Leçon à tirer. S'entourer, c'est bien, mais il faut aussi savoir s'écouter soi-même. Le mythe de l'écrivain solitaire versus la réalité. L'auteur insiste sur une idée essentielle. On imagine souvent l'écrivain comme un génie isolé, écrivant seul dans son coin, mais en réalité, la majorité des grands auteurs ont bénéficié d'un regard extérieur pour affiner leur travail. Même si Tolkien a fini par s'éloigner des Inklings, il aurait sans doute mis beaucoup plus de temps à terminer Le Seigneur des Anneaux sans leurs encouragements et critiques. Les Inklings montrent que la littérature est un art collectif, même lorsqu'il est exercé individuellement. Conclusion du chapitre. Ce chapitre nous enseigne les leçons essentielles d'un bon cercle créatif. Un groupe doit être diversifié pour éviter la pensée unique. La critique doit être honnête, mais toujours bienveillante. Il faut respecter le rythme et les besoins de chaque écrivain. Un groupe peut être une aide précieuse, mais il ne doit jamais étouffer l'individualité. Les Inklings ont été un modèle à la fois inspirant et imparfait, mais leurs enseignements restent pertinents pour tout artiste cherchant à progresser en collaboration. Et voilà pour le chapitre 6. On voit ici comment structurer efficacement un groupe créatif et en tirer le meilleur. Chapitre 7. Visage dans un miroir. Dans ce chapitre, l'auteur explore comment les dynamiques des Inklings se reflètent directement dans les œuvres de Tolkien, Lewis et des autres membres. Elle montre que les tensions, les débats et les échanges du groupe ont nourri leur imagination et qu'on peut retrouver des échos de leur collaboration et de leurs conflits à travers leurs romans. Les Inklings dans Le Seigneur des Anneaux. Tolkien, en tant que créateur d'univers, était obsédé par les langages et la mythologie, mais il avait besoin de l'influence des Inklings pour donner un souffle plus narratif à son œuvre. Le Seigneur des Anneaux contient des traces évidentes des discussions du groupe.
Le personnage de Gandalf rappelle C.S. Lewis par son rôle de guide et de mentor. Le conseil d'Elrond, où plusieurs personnages débattent pour décider du sort de l'anneau, reflète les débats intenses des Inklings sur la fantasy et la narration. Les Hobbits, avec leur simplicité et leur attachement aux histoires, peuvent être vus comme une métaphore des écrivains du groupe, cherchant à préserver la beauté des récits face au cynisme moderne. Tolkien n'a jamais explicitement admis ses influences, mais ses échanges avec les Inklings ont affiné sa manière de raconter son épopée. Les Inklings dans Narnia, C.S. Lewis, au contraire de Tolkien, privilégiait le symbolisme et la rapidité du récit. Dans les Chroniques de Narnia, on retrouve plusieurs influences du groupe. Aslan, figure christique, incarne l'idée de la foi comme moteur narratif, un thème récurrent chez les Inklings. Les différentes créatures et mythes utilisés dans Narnia, mêlant influences nordiques, grecques et chrétiennes, rappellent les discussions sur la cohérence mythologique au sein des Inklings. Le personnage de Digory Kirk, dans Le Neveu du Magicien, est souvent vu comme une version romancée de Tolkien, avec son attachement aux histoires anciennes et aux traditions. Mais la présence du Père Noël dans Narnia symbolise aussi les désaccords entre Lewis et Tolkien. Ce détail que Tolkien trouvait incohérent est resté dans le livre comme un pied de nez indirect aux critiques du groupe. Les tensions du groupe transformées en fiction. L'un des aspects les plus fascinants de ce chapitre est comment les désaccords entre les Inklings ont inspiré des conflits dans leurs romans. Exemple concret, Tolkien et Lewis se disputaient sur la construction d'un monde imaginaire. Dans Le Seigneur des Anneaux, on retrouve cette idée avec Saruman, qui veut imposer sa propre vision du monde aux autres, et Gandalf, qui croit en une collaboration plus libre et organique. Dans Narnia, Lewis explore aussi ce thème avec la confrontation entre les Pevensie et ceux qui veulent les empêcher de croire aux légendes. Ces tensions entre vision rigide et liberté créative étaient au centre des débats des Inklings, et elles ont nourri des intrigues entières dans leurs œuvres. L'influence mutuelle entre les écrivains. Un autre point fascinant du chapitre est comment les Inklings ont influencé leurs styles respectifs. Tolkien a appris de Lewis l'importance du rythme narratif et du lecteur. Lewis a hérité de Tolkien une obsession plus poussée pour la construction d'univers. Charles Williams, avec son approche plus mystique, a inspiré certains thèmes plus spirituels chez Lewis. Les Inklings n'étaient pas qu'un cercle de critiques, c'étaient des architectes invisibles qui ont façonné les récits les plus emblématiques du XXe siècle. Conclusion du chapitre. Ce chapitre nous montre à quel point les Inklings ne se contentaient pas d'influencer leurs écrivains membres, ils ont façonné les récits eux-mêmes. Leurs débats, leurs critiques et même leurs désaccords se retrouvent directement dans leurs romans. Les tensions entre vision rigide et liberté créative ont donné naissance à certains des plus grands conflits narratifs de la fantasy. Sans les Inklings, Le Seigneur des Anneaux et les Chroniques de Narnia auraient été profondément différents, voire n'auraient jamais vu le jour. Et voilà pour le chapitre 7. On comprend ici comment la dynamique des Inklings a modelé la fantasy moderne et comment leurs débats se sont infiltrés jusque dans les histoires qu'ils écrivaient. Chapitre 8. Feuilles mortes et souvenirs. Ce chapitre explore l'héritage des Inklings, la manière dont leurs idées et leurs collaborations ont survécu au-delà du groupe et ce que nous pouvons retenir de leur méthode de travail pour la création littéraire aujourd'hui. L'auteur examine comment leurs œuvres ont marqué la littérature fantasy et comment leur dynamique de travail pourrait inspirer les écrivains modernes. Les Inklings après leur dissolution. Lorsque les Inklings ont cessé leur réunion, chacun des membres a suivi son propre chemin. Tolkien a terminé et publié Le Seigneur des Anneaux en 1954-1955, mais il a toujours regretté la fin du groupe et l'éloignement de Lewis. Lewis a continué à publier des essais et des récits, mais son décès en 1963 a marqué un tournant pour la mémoire du groupe. Les autres membres, comme Charles Williams et Owen Barfield, ont poursuivi leurs propres projets littéraires, mais aucun n'a eu un impact aussi massif que Tolkien et Lewis. À la disparition des Inklings, il semblait que leur influence s'éteindrait avec eux,
mais en réalité, elle n'a fait que s'amplifier. L'impact des Inklings sur la fantasy moderne. Aujourd'hui, la fantasy moderne est directement héritière des discussions des Inklings. Le Seigneur des Anneaux est considéré comme le modèle absolu de la high fantasy, influençant des œuvres comme Game of Thrones ou Harry Potter. Les Chroniques de Narnia ont inspiré une génération d'écrivains jeunesse, de Philip Pullman à J.K. Rowling. Le modèle du groupe d'écrivains collaborant sur leurs manuscrits a été repris par de nombreux cercles d'auteurs contemporains. Exemple, des groupes comme les ateliers d'écriture de science-fiction aux États-Unis ou les cercles d'auteurs de fantasy comme le Superversive Literary Movement s'inspirent directement des Inklings dans leur manière d'affiner leurs histoires ensemble. Les Inklings ont prouvé que la création littéraire n'est pas un acte solitaire, mais une aventure collective. Ce que nous pouvons apprendre des Inklings. L'auteur résume 3 leçons essentielles que les écrivains modernes peuvent retenir des Inklings. 1. Oser partager ses écrits avec d'autres. Tolkien et Lewis ne se seraient jamais améliorés sans la critique de leur père. Accepter le regard extérieur est une étape clé pour progresser en tant qu'auteur. 3. Ne pas craindre la critique constructive. Un bon retour critique peut transformer un bon manuscrit en un chef-d'œuvre. Les Inklings n'avaient pas peur de se contredire, et c'est ce qui a poussé chacun à donner le meilleur de lui-même. Accepter que l'écriture est un processus vivant. Le Seigneur des Anneaux et Narnia n'étaient pas parfaits dès la première version. Laisser une histoire évoluer au fil des retours est une preuve de maturité artistique. Leçon finale. Les plus grandes œuvres naissent de l'interaction et du dialogue, pas du simple génie solitaire. Conclusion du chapitre. Ce dernier chapitre nous montre comment l'héritage des Inklings dépasse largement leur propre époque. Leurs débats et critiques ont façonné la fantasy moderne. Leur modèle de collaboration reste une source d'inspiration pour les écrivains d'aujourd'hui. Leur plus grand héritage n'est pas seulement leurs livres, mais leur méthode de travail collective. L'auteur nous invite à ne pas voir l'écriture comme un acte isolé, mais comme un échange perpétuel où les idées grandissent en étant confrontées à d'autres esprits créatifs. Et voilà pour le chapitre 8. On termine ici avec une réflexion sur l'héritage des Inklings et les leçons qu'on peut en tirer aujourd'hui. Épilogue. Faire ce que les Inklings ont fait. Ce dernier chapitre nous invite à mettre en pratique les principes des Inklings dans notre propre approche de l'écriture et de la créativité. L'auteur insiste sur un point essentiel. Les Inklings ne sont pas juste une légende littéraire du passé, mais un modèle toujours pertinent pour les écrivains d'aujourd'hui. Elle nous propose une méthode inspirée de leur fonctionnement pour nous aider à développer nos propres histoires et projets. Créer son propre cercle d'Inklings. La première leçon de cet ouvrage est simple. L'écriture est un art collectif, même lorsqu'elle est pratiquée individuellement. L'auteur propose donc un guide en 3 étapes pour créer un cercle créatif efficace. 1. Trouver des partenaires d'écriture sincères et stimulants. Les Inklings n'étaient pas un groupe de flatterie mutuelle, mais un cercle d'exigence et d'amitié. Il faut s'entourer de gens capables d'être honnêtes, mais bienveillants. Et établir un cadre de travail clair et régulier. Les réunions des Inklings avaient une structure, avec des lectures suivies de discussions. Un groupe créatif doit avoir des rencontres régulières et une méthode de travail fluide. Apprendre à donner et à recevoir des critiques intelligemment. Une critique doit être spécifique et constructive. Dire c'est mauvais ne suffit pas. À l'inverse, un écrivain ne doit pas être trop rigide face au retour. Tolkien et Lewis ont tous deux modifié leurs œuvres grâce aux critiques des autres, sans pour autant trahir leur vision. Appliquer l'esprit des Inklings à son propre travail. Même sans groupe d'écriture, l'auteur montre comment chacun peut intégrer les leçons des Inklings dans sa propre manière d'écrire. Écrire sans crainte du premier jet imparfait. Tolkien et Lewis n'ont jamais écrit leur chef-d'œuvre en une seule version. L'important est d'avancer, quitte à retravailler plus tard. Ne pas s'isoler totalement. Même les plus grands auteurs ont bénéficié d'un regard extérieur. Un bon lecteur ou un conseiller éditorial peut jouer le rôle d'un Inkling moderne.
Se rappeler que la fiction est un dialogue avec le lecteur. Un écrivain ne doit pas seulement se satisfaire de ce qui lui plaît, mais aussi penser à ce qui va résonner chez son public. Le véritable héritage des Inklings. L'auteur conclut sur l'impact durable des Inklings en soulignant que leur influence dépasse la littérature fantasy. Leur modèle a inspiré d'autres groupes d'écrivains et continue à servir d'exemple pour tous ceux qui veulent améliorer leur art en collaborant. Leur dynamique montre que l'amitié et l'exigence intellectuelle ne sont pas incompatibles, mais qu'au contraire, elles se nourrissent mutuellement. L'idée finale est claire. Le génie littéraire ne se construit pas dans l'isolement, mais dans la confrontation bienveillante des esprits. Nous avons tous quelque chose à apprendre des Inklings, et leur méthode peut encore aujourd'hui nous aider à créer des histoires plus riches et plus puissantes. Conclusion finale du livre. Cet épilogue nous laisse avec un appel à l'action. Créer son propre cercle d'Inkling moderne en trouvant des partenaires de réflexion. Appliquer les principes de critique constructive pour progresser dans son art. Ne jamais voir l'écriture comme un acte solitaire, mais comme un échange vivant. Les Inklings ont changé la fantasy et la littérature moderne, et leur héritage continue de vivre à travers ceux qui s'inspirent de leur méthode. L'auteur nous invite à reprendre leur flambeau, en cultivant cette même exigence créative et cette même passion pour la fiction. Et voilà, nous avons terminé l'ouvrage. Cet épilogue nous laisse sur une note inspirante et motivante, en montrant comment chacun peut adopter l'esprit des Inklings dans son travail d'écriture. Si vous aimez mon travail, partagez-le et pensez à vous abonner à ma chaîne. Rejoignez-moi aussi sur patreon.com/NearsMePanda.